À la une de l'actualité, l'Afrique est à la recherche de 100 000 milliards de francs CFA. Il en est question au 9e Forum africain pour le développement qui s'est ouvert au Maroc. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à cette rencontre. La décharge d'Akwedo va bientôt être fermée. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient de visiter 5 nouveaux sites devant accueillir les déchets solides. Alain Rémy s'est rendu compte de l'avancement des travaux sur ces sites. À l'étranger, les djihadistes du groupe État islamique progressent vers la ville syrienne de Kobané en dépit des frappes des États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui la Corée du Sud où il effectuait une visite officielle de 4 jours. Hier, le chef de l'État a été distingué. Il a reçu le titre de docteur honoris causa en économie à l'université féminine Soukmyang. Le président de la République entend renforcer la coopération avec la Corée du Sud dans tous les domaines, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était hier l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée du Sud qui lui a offert un déjeuner. C'était l'occasion pour les 4 grandes institutions économiques sud-coréennes présentes d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé-Saoui. Le président de la République était l'invité de 4 grandes institutions économiques coréennes. La Fédération des industries coréennes, l'Association du commerce international, la Chambre de commerce et d'industrie et la Fédération des PME-PMI. Une tribune pour faire la promotion de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, qui a été le premier à exposer sur les potentialités de la Côte d'Ivoire devant les investisseurs coréens. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son président, M. Alassane Ouattara, s'est remise au travail et veut résolument prendre sa part dans une économie mondiale qui se diversifie, se globalise et se réajuste. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès aux investisseurs et un marché régional de plus de 300 millions d'habitants que représente la CEDEAO. Le gouvernement ivoirien est conscient du savoir-faire technologique coréen et souhaite pouvoir bénéficier de cette expertise pour stimuler l'émergence de son économie. C'est dans cette optique que nous vous invitons à participer pleinement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, émergente à l'horizon 2020. Un film institutionnel de 8 minutes a été présenté par le CPC pour appuyer les propos du ministre Jean-Louis Billon et puis ce fut au tour du président Alassane Ouattara de prendre la parole pour convaincre les opérateurs économiques coréens. La Côte d'Ivoire a un cadrage macroéconomique de qualité, taux d'inflation très faible, un taux de croissance élevé, un ratio de dette PIB aux alentours de 40%, et un système financier assaini. Également, toute la réglementation, que ce soit financière ou bancaire, est également libérale. Nous avons mis en place de nouveaux codes qui sont très attractifs, que ce soit un code général des investissements ou un code minier, un code pétrolier. Par conséquent, toutes ces opportunités font que la Côte d'Ivoire est un pays très attractif. En 1960-61, la Corée, en réalité, la Côte d'Ivoire et notre voisin, le Ghana, avaient pratiquement le même niveau de revenus par tête d'habitant, c'est-à-dire à peu près $100. Aujourd'hui, la Corée a un revenu par tête d'habitant, je crois, d'à peu près $28 000. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana ont à peine $2 000 par tête d'habitant. C'est dire à quel point la croissance a été spectaculaire dans ce pays. Notre vœu le plus cher, c'est que vous acceptez de nous accompagner dans cette voie vers la prospérité, car la Côte d'Ivoire a maintenant tourné la page de la crise. Le président Alassane Ouattara a terminé ses propos
en rendant un vibrant hommage à la présidente de la République de Corée, puis au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et à son ancien représentant Yoon Ji-choi, et qui ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a retrouvé la paix et la prospérité, un pays qui voudrait s'inspirer de l'exemple de développement de la Corée, qui est passé de statut de bénéficiaire à celui de donateur. Avant l'ouverture des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, en mission aux États-Unis, a échangé avec des membres de la direction générale du FMI. Il a été question de l'accès aux ressources et l'appui du FMI à l'apurement de la dette intérieure. Le Fonds monétaire international va augmenter son appui dans la lutte préventive contre Ebola en Côte d'Ivoire. Avant son entretien avec la direction générale du FMI, le chef du gouvernement ivoirien a reçu les groupes Coca-Cola et Cargill. Au centre des échanges, le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Daniel Cablon-Duncan a également rencontré un groupe américain qui entend investir dans la transformation des déchets en électricité. Sylvie Touré est notre envoyée spéciale aux États-Unis. Coca-Cola, le leader mondial de la limonaderie, se sent bien en Côte d'Ivoire. Alexander Cummings, vice-président du groupe, est venu féliciter le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Il a d'abord félicité le Premier ministre, le gouvernement au complet, bien sûr avec le président Alassane Ouattara à la tête, pour le succès continu financièrement que la Côte d'Ivoire a dans la région. Et l'environnement économique favorable, en tout cas en Côte d'Ivoire, a vraiment permis au business de Coca-Cola de croître en Côte d'Ivoire. Le groupe Coca-Cola promet d'aider la Côte d'Ivoire dans la lutte pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Autre satisfecit adressé à la Côte d'Ivoire, celui du groupe Cargill exerçant dans le domaine du cacao. Il a des entreprises en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et donc, Cargill examine la question du cacao de manière globale, regardant tous les différents aspects. Et pour le moment, ils sont vraiment très satisfaits. Ils sont satisfaits des réformes qui ont été mises en œuvre par le président de la République, le gouvernement, pour faire en sorte que vraiment le cacao se développe. La Côte d'Ivoire dispose donc d'un attrait réel et il ne laisse pas indifférent le Marlins Group. Conduit par Diane Waston, femme politique reconvertie dans les affaires, cette entreprise veut investir dans la transformation des déchets solides en gaz. Nous avons la technologie aux États-Unis qui peut nous permettre de mettre en fabrication, en production, un maximum d'électricité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour son développement. Ne serait-ce que pour notre investissement, c'est 1,5 milliard de dollars que ce groupe s'apprête à investir pour la Côte d'Ivoire pour la production d'électricité à partir des ordures ménagères. Daniel Cablon-Duncan a également reçu le président de l'association 100 Hommes Noirs, une association d'hommes d'affaires américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Marrakech, une ville marocaine, a accueilli le 9e Forum africain pour le développement. La rencontre se tient pour la première fois hors d'Addis Abeba en Éthiopie. Elle réunit plusieurs économistes, financiers et experts en développement qui s'attellent à asseoir une stratégie de mobilisation de fonds. Ce rendez-vous a pour but de faire face aux défis de développement auxquels fait face l'Afrique. D'ailleurs, le continent est à la recherche de 100 000 milliards de francs CFA. Ce forum enregistre la participation du président de la République Alassane Ouattara qui vient d'achever sa visite en Corée du Sud. Adama Koni. 100 000 milliards de francs CFA. C'est la facture annuelle pour parvenir à un développement durable de l'Afrique. Dans cette enveloppe, les seuls besoins en infrastructure s'élèvent à 45 000 milliards de francs CFA. Alors, question, comment mobiliser les fonds pour transformer en réalité quotidienne, à l'échelle des ménages donc, les performances réalisées par le continent, avec une croissance de plus de 5% par an? C'est la question que la Commission économique pour l'Afrique, CEA, se posera durant 2 jours, les 10 et 11 octobre 2014, dans le cadre du Forum africain pour le développement, à Marrakech au Maroc. Parmi les chefs d'État appelés à livrer leurs réflexions sur les questions de mobilisation des ressources, de nouvelles formes de partenariat et de financement du climat, le président ivoirien Alassane Ouattara.
En attendant les conclusions du forum, les économistes estiment que la diaspora africaine pourrait jouer un rôle important dans le transfert des fonds. La Banque mondiale évaluant les envois de fonds de cette diaspora à 20 000 milliards de francs CFA en 2012. Et les prévisions annoncent 100 000 milliards de francs CFA au cours de la prochaine décennie. C'est la première fois que la Commission économique pour l'Afrique tient son forum hors d'Addis Abeba, en Éthiopie. Et c'est le 9e du genre. Retour à Abidjan où des journalistes ont été formés à la thématique budgétaire. C'était à la faveur d'une rencontre ayant pour thème élaboration, exécution suivi et évaluation du budget de l'État. Débutée hier, elle a pris fin aujourd'hui. Les journalistes ayant pris part à cette formation disent être mieux outillés pour informer l'opinion publique sur les questions liées au budget. Guy-Roger Nguesson, Grâce Kondo. Après 2 jours de formation, ces journalistes sont désormais outillés pour informer l'opinion publique sur le budget de l'État et la loi des finances en Côte d'Ivoire. Le thème de la formation était un thème très important. Il concerne le budget de l'État 2015. Nous, en tant qu'hommes des médias, il est important pour nous de nous informer et pouvoir informer nos lecteurs, former les populations sur le contenu de ce budget. Tout au long du séminaire, ces hommes de médias ont échangé avec les équipes du ministère en charge du budget sur 4 thématiques essentielles. Les points notables sont l'élaboration et l'exécution du budget, puis les perspectives en matière de réforme budgétaire. Les objectifs sont atteints. Maintenant, il faut aller au-delà. Faire en sorte que dans toutes les rédactions, qu'elles soient de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'audiovisuel, qu'il y ait des spécialistes sur des questions budgétaires, de sorte que la presse ivoirienne traite avec un peu plus de professionnalisme les questions liées au budget. Bamba Inza, représentant le ministère de la Communication, et Kaba Diakité Mohamed, celui du ministère en charge du budget, ont salué ces journalistes qui renforcent leurs connaissances en vue d'exercer leur métier avec professionnalisme. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, envisage d'autres formations. En bref et en images, le groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes effectue depuis le 6 octobre dernier une visite en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par la présidente du groupe de travail, Patricia Arias, a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur les lois régissant les sociétés militaires et de sécurité privée en Côte d'Ivoire, les mesures prises pour empêcher l'entrée d'étrangers dans le but de se livrer à des activités liées au mercenariat. Et un véhicule a pris feu aujourd'hui dans la matinée sur le boulevard Lagunaire. Il était en provenance d'Adjamé. Selon des témoignages, l'occupant du véhicule se rendait comme d'habitude à son lieu de travail lorsqu'il a aperçu une fumée émanant du moteur de l'engin. Il s'en est suivi un incendie. Arrivé plus tard sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pu arrêter le feu. La voiture a été quasiment calcinée. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient d'effectuer une visite sur 5 sites en construction pour remplacer la décharge d'Akwedo dont la fermeture est imminente. L'État de Côte d'Ivoire se dote en ce moment d'un système intégré moderne des déchets solides. Le ministre Alakwadio Rémy a pu se rendre compte de l'avancement des travaux, nous dit Serge Koléa. 3 centres de groupage des ordures et 2 centres d'enfouissement technique constituent les premiers maillons du système de gestion intégré mis en place par le gouvernement ivoirien en vue de gérer efficacement et de façon moderne la question des déchets solides ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan. Il s'agit aujourd'hui, dans la perspective de la fermeture prochaine de la décharge d'Akwedo, d'accélérer les travaux de construction de ces sites adaptés aux réalités du moment. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est rendu à Bingerville-Namoué, à une vingtaine de kilomètres de la commune, pour voir le centre de groupage en construction sur un espace de 5 hectares avec un centre de transfert, une unité de tri et une usine de biométhanisation. Le centre d'enfouissement technique d'Atioukoua
est lui situé sur la route d'Alépé à l'est du district d'Abidjan. Le ministre Alla Kouadio-Rémy et sa délégation ont visité également le centre d'enfouissement technique de Koussiouin, 43 km au nord d'Abidjan. Comme sur les autres sites, les travaux avancent bien. Dernière étape de cette tournée du ministre Alla Kouadio-Rémy, le centre de groupage de Port-Bouilly. Il fallait que nous ayons un opérateur qui soit capable techniquement et financièrement de gérer les ordures ménagères sur Abidjan. Un appel d'offres a été lancé et c'est un opérateur américain qui a été du nom de Wise qui a été retenu. Et il fallait donc que pour qu'il puisse commencer, l'État puisse remplir sa part qui est de mettre à sa disposition un certain nombre d'infrastructures. Ce plan a prévu qu'il y ait des centres d'enfouissement technique qui, eux, sont des infrastructures de salubrité où on envoie les déchets, mais dans des conditions de santé, d'hygiène et environnementale qui soient absolument acceptables. En principe, lorsque vous allez sur un centre d'enfouissement technique, vous ne voyez ni mouches ni déchets. Et c'est ce qui doit se passer. Centre de groupage et centre d'enfouissement technique devront être opérationnels début 2015. Bientôt, la décharge d'Akouedo ne sera plus qu'un lointain et vieux souvenir. Le site sera réhabilité afin d'offrir aux populations un mieux-être environnemental. De nombreux magasins et commerces entourent certains établissements scolaires et cela crée un environnement malsain pour ces lieux d'apprentissage confrontés à des bruits de tout genre et des problèmes de sécurité. Le dossier du jeudi s'intéresse à ces désagréments causés aux écoles et c'est avec Moussa Konaté et Serge Koléa. Au milieu de cette file de magasins, l'entrée du groupe scolaire Satigui Sangari. Nous sommes dans la commune d'Adjamé. L'établissement baigne dans une ambiance de marché. Élèves et enseignants se frottent quotidiennement à cet environnement pas du tout propice à leur épanouissement. L'accès est véritablement difficile. Le portail est bouché par les commerçants. Nous sommes impuissants devant la situation. À quelques mètres de là, les lycées Nanguia Brougua et Harris vivent les mêmes réalités. Un désordre qui cause bien de désagréments. Des vendeurs qui vantent le prix de leurs marchandises. Il y a des broyeuses, des conteneurs, un mini-marché. Nous sommes entourés de bruit. Toujours dans la commune d'Adjamé, l'entrée principale du groupe scolaire à Séricoré a été purement et simplement fermée au profit de magasins et autres activités de commerçants. De l'autre côté, derrière, une petite entrée qui avait été érigée là-bas, des magasins encore ont commencé à sortir de terre. Ça nous inquiète énormément. Un jour, la mairie vient nous donner des papiers de quitter, qu'on ne veut plus de magasins aux alentours des écoles. On a quitté. Mais à notre grande surprise, on vient trouver des magasins. La présence de magasins, commerces et autres marchés autour des écoles constitue une véritable source de nuisance. Ça, c'est du désordre. Il faut déblayer, bon, ça a fait mal à d'autres, mais si ça y va pour l'éducation, je pense que ça vaut la peine. On attend tout le bruit en classe, donc ça nous déconcentre. Ce qu'il voulait qu'on puisse faire, c'est qu'on écarte un peu les magasins. Le phénomène est réel et plusieurs établissements dans le district d'Abidjan vivent le même calvaire. Les occupants des magasins refusent de se prononcer sur la question, tandis que responsables des comités de gestion des établissements scolaires, COGES et autorités municipales se rejettent la faute. À l'origine, il y a un contrat sûrement entre le COGES et les opérateurs immobiliers qui proposent leurs services. En contrepartie, on leur donne la possibilité d'avoir des magasins pour rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait. On est en contact avec les COGES, on est en contact avec ces opérateurs immobiliers. Le moment venu, on fera le point et on saura comment les désintéresser s'il y a lieu de le faire. Nulle part, il est indiqué dans les textes que les comités de gestion doivent construire des magasins autour des établissements scolaires. Il y en a qui en ont pris l'initiative. Nous leur avons dit que ça ne relève pas de leurs compétences. Et pour que ces magasins soient construits, ça fait l'objet d'autorisation de M. le maire. C'est ça, c'est une question de responsabilité. Au lycée Djedji Amondi Pierre des 220 logements, l'école souffre de sa proximité avec cet hôtel. On nous jette les préservatifs sur les toits. Nos canalisations sont bouchées par ces préservatifs-là. Et les enfants voient des scènes insoutenables devant cet hôtel. Donc, ils nous dérangent énormément.
Sur cet espace du lycée moderne de Trècheville était construit un bâtiment à 2 niveaux avec des commerces et des habitations. L'édifice a été démoli à la suite de démarches entreprises par les responsables de l'établissement. C'est vraiment un bâtiment imposant. Après la démolition, nous avons estimé qu'un établissement, pour être attrayant, il fallait faire un jardin. À Yopougon, les magasins autour du groupe scolaire Mosquée au quartier Ouassakara ont été rasés par les autorités municipales. Nous avons décidé, parallèlement donc, au déguerpissement de ces commerces, d'engager la responsabilité des parents d'élèves pour qu'ils soient responsables du maintien de l'ordre autour des établissements. On observe des fumoirs autour de ces établissements et nous avons en ce moment, avec la police, une concertation pour mener une opération d'instruction de ces fumoirs. L'environnement autour des établissements est une réelle préoccupation pour les autorités en charge de l'éducation nationale. Nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir aller détruire des magasins. Les parents, les responsables des différentes mairies doivent œuvrer à protéger l'école. Pour s'exprimer, élèves et personnels enseignants ont besoin d'un environnement sain. L'école doit donc demeurer dans un cadre propice à une meilleure formation, car il y va de sa qualité. Les acteurs du système éducatif sont donc appelés à agir au plus vite pour assainir l'environnement immédiat des écoles. À l'Assemblée nationale, 31 projets de loi ont été validés pour la deuxième session ordinaire de l'année 2014. 191 députés présents ont adopté à l'unanimité ce projet de loi et autres conventions. Ces projets feront l'objet de débats plus tard pour validation. Franck Quadiou. Après la réunion du mardi 7 octobre dernier de la conférence des présidents, réunion visant à l'adoption d'un projet de calendrier des travaux parlementaires pour la deuxième session de l'année 2014, les députés entrent dans la phase pratique 48 heures après. Le projet de calendrier est validé par les 191 députés et groupes parlementaires présents. Ce sont 31 projets et textes de loi qui seront pour le reste de l'exercice 2014 explorés par les représentants du peuple. On a entre autres 15 projets autorisant le président de la République à ratifier traités, chartes et autres conventions, et aussi un autre projet portant sur le financement et le budget 2015, sans oublier celui modifiant le bureau central de la Commission électorale indépendante, CEI. Nous l'avions adopté parce qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses concernant la Côte d'Ivoire, surtout la hausse qui permet de créer un certain équilibre au niveau de chaque secteur de l'économie ivoirienne. Et donc ça a été un plaisir pour nous de retrouver la plupart des secteurs de l'économie dans ce budget-là. Et nous l'avions adopté à l'unanimité. Session orale ou session d'information du travail en perspective, les parlementaires se disent déjà en ordre de bataille. Un soutien de plus pour l'appel de Daoukro lancé en septembre dernier par le président Henri Konan Bédié. C'est celui du mouvement Juste Ado. On en parle avec Franck Quadiou. L'élargissement du bureau central de la Commission électorale indépendante, l'annonce du déblocage des salaires des fonctionnaires ivoiriens en 2015, les dernières résolutions du Conseil des ministres du vendredi 3 octobre 2014 saluées par le mouvement Jeunesse Unie et Solidaire, tous pour Ado, Just Ado. Le chef d'État a proposé, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, que le but de la CEI soit élargi à 9 personnes pour permettre aux FUI à ses alliés de revenir à la table. Qu'il faut saluer cet acte que le chef de l'État vient de déposer encore dans l'intérêt de la paix. Un appel citoyen et une prière à la classe politique. Pour le président national du mouvement Just Ado, l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI Henri Konan Bédié est un acte de sagesse politique. Zadi Daniel recommande l'apaisement. Par cet appel de Daoukro, à s'unir autour de son excellence Alassane Ouattara, pour le reconduire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, par cet appel, le président Bédié encore vient de démontrer
qu'il a toujours privilégié l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Paix et décrispation pour une Côte d'Ivoire émergente, un message que le mouvement Geste Ado entend prêcher aux 4 coins du pays. Un collectif de 8 quotidiens dénommé J28 se prononce également en faveur de l'appel de Daokro. À travers une déclaration lue par son porte-parole, il a affirmé son soutien à l'appel lancé par le président Henri Konan Bédié. Suivez ce reportage. Le J28 soutient l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier à Daokro par le président Henri Konan Bédié. Le J28 est un collectif de 8 quotidiens dont le Jour Plus, le Mandat, l'Expression Nord-Sud Quotidien, le Démocrate et l'Intelligent d'Abidjan. Il a été créé pour protester contre les atteintes à la liberté d'expression à l'encontre de certains organes de presse après la proclamation des résultats le 28 novembre 2010 par la Commission électorale indépendante et qui annonçait la victoire du président Alassane Ouattara à l'issue du scrutin présidentiel de 2010. 3 ans après cette période tragique de notre histoire, le J28 réaffirme sa volonté de poursuivre le bon combat en faisant la promotion des idéaux chers au RHDP, hérités du père fondateur, que sont l'humanisme, la tolérance, un dialogue constant. Il s'agit pour nous, journaux du collectif, d'un appel majeur qui mérite d'être amplifié et relayé. Aussi, avons-nous décidé de nous joindre aux tournées prévues par le PDCI pour exprimer et apporter notre soutien en envoyant des équipes de reportage aux côtés des 34 délégations envoyées à l'intérieur du pays. Dans les jours à venir, le J28 envisage de mener une série d'actions à travers ses différents organes de presse pour garantir le suivi de l'appel de Daokro. L'actualité en bref dans le monde à présent. Notre point de départ est le nord de la Syrie, où les djihadistes du groupe État islamique progressent vers la ville de Kobané en dépit des frappes des États-Unis. Washington a reconnu ce jeudi que ces frappes ne suffiront pas à sauver la cité kurde. Les djihadistes progressent à Kobané. Ils contrôlent maintenant un tiers de cette ville syrienne à la frontière de la Turquie. Malgré la résistance des combattants kurdes, les membres du groupe État islamique s'imposent grâce à leur armement. Les États-Unis ont reconnu que leurs frappes aériennes ne suffiraient pas à sauver Kobané, mais ils ne parviennent pas à convaincre Ankara d'intervenir. Si les djihadistes conquièrent Kobané, ils contrôleront une large bande de territoire en continu le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le Yémen compte ses morts, 47 au moins, dans un attentat commis jeudi à Sanaa, un bilan qui devrait s'alourdir. Un homme aurait déclenché une ceinture d'explosifs alors qu'il s'approchait d'un barrage tenu par des combattants houthis proches des chiites. Les houthis contrôlent une partie de Sanaa, la capitale. L'attentat ressemble à ceux planifiés par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, un mouvement qui considère les houthis comme hérétiques. 20 soldats ont également été tués dans 2 attaques dans l'est du Yémen. Que sont devenus les 43 étudiants d'Iguala ? C'est pour obtenir une réponse que des milliers de personnes ont défilé mercredi dans les rues de Mexico. Tout le monde craint qu'ils aient été assassinés par des narcotrafiquants avec la complicité de policiers municipaux. Des témoins ont vu certains de ces jeunes professeurs en formation monter dans des voitures de police le 26 septembre. Des fosses communes ont également été découvertes près d'Iguala. Elles contenaient 28 corps qu'il reste à identifier. Le prix Nobel de littérature pour Patrick Modiano. À 69 ans, l'écrivain devient le 15e auteur français à recevoir cette distinction. Toute son œuvre est centrée sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale. L'Académie suédoise a indiqué l'avoir récompensé pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1.